Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Bienvenue messieurs, alors aujourd'hui effectif réduit, on n'est que 3, mais on a tout autant de choses à vous raconter. Plus je dis cette phrase d'entrée, plus je me dis qu'un jour il faudra qu'on fasse comme les vrais podcasts, qu'on l'enregistre. Et vous avez vu qu'à chaque fois c'est un effort, c'est robotique. C'est naturel. C'est exactement, ce n'est pas enregistré impro à chaque fois. Alors c'est première émission après la build, donc pour rappel, la dernière fois on avait fait une émission spéciale. Pas mal de choses annoncées pendant la conférence Microsoft Build. On ne va pas forcément revenir dessus parce que depuis, il y a eu d'autres nouveautés et c'est aussi ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au programme de l'émission, si on regarde tout de suite, on va prendre le contre-pied et démarrer sur cette émission de Pure Player avec une approche Google. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a eu en parallèle une autre grosse messe de l'écosystème tech qui est la Google I.O., l'event où Google dévoile toutes ces nouveautés. Donc ça va, Kevin, qui est historiquement aussi un grand fan des produits de Google, tu vas nous dire ce qui s'est y est raconté. Ça nous permettra aussi de comparer et de se dire voilà comment aujourd'hui Google, l'éditeur, se positionne versus notre monde favori, écosystème Microsoft. On ira après sur le sujet de Copilot Studio, où Romain, tu nous as dit, globalement, ok, il y a eu plein d'annonces côté Microsoft Build, et pourtant, il y a des choses qui sont passées sous les radars, qui ont un énorme impact. C'est toujours un peu l'œil de l'expert, voilà, le détective qui va chercher les petits détails qui font la différence. Donc je crois que tu as pas mal de choses à nous raconter. J'irai après sur le sujet Microsoft Fabric, voilà, qui nous sort une petite feature assez sympa. Se pose toujours le sujet de la facturation en général lorsqu'on est dans une organisation, et vous verrez que Fabric a des choses à vous raconter là-dessus. Après, on ira sur le New Copilot Unpacked. On a voulu se la faire en mode YouTuber. Kevin, tu as eu accès à la nouvelle version de Copilot. Yes. On verra ce qui se cache derrière, tes premières impressions, même si je sais que tu as commencé à poster sur LinkedIn un petit peu. On le fera en live. Et on finira avec la partie vidéo qui pointe son bout de nez dans Foundry. Tout simplement, programme simple, efficace. On a 5 news. Kevin, je te laisse la main pour démarrer avec nos amis de chez Google. Yes. Qu'est-ce qui s'est raconté à la Google I.O. Du coup, dans le monde de la tech, entre mai et juin, il y a 3 événements majeurs. Donc, il y a la build de Microsoft, il y a la Google I.O. et il y a la conférence d'Apple, la WWDC, qui clôture, on va dire, ce trio. J'ai cru qu'il allait nous dire, il y a la build, il y a l'Ignite et il y a la FabCon. Mais non, entre mai et juin. Entre mai et juin. Et du coup, il y a eu un gros événement côté Google I.O. Ça fait 2 ans que la tendance était un peu inversée. À l'époque, je me rappelle, j'adorais regarder les Google I.O. parce qu'elles étaient vraiment innovantes, passionnantes, même au niveau de la mise en scène, etc. Sauf que là, les 2 dernières années, celle de Microsoft était quand même beaucoup plus sympa. Celle de Google était devenue vraiment ennuyante à mourir et je regardais en avance rapide. C'est depuis l'échec des Google Glass, ça. Je regardais beaucoup en avance rapide, en fait, pour être honnête. Et là, pour d'à peu près 2 ans, 3 ans, j'ai regardé la Google I.O. vraiment en entier, en mode fanboy, tu sais, un peu à l'ancienne, comme j'étais à la fac. Du coup, il y a eu plus de 2 heures d'événements. Donc là, je vais vraiment focaliser sur l'essentiel. Il y a eu beaucoup de nouveautés autour de Gemini, donc qui est le concurrent de Copilot. Donc pareil, ils ont Gemini qui est accessible côté grand public et côté pro. Côté pro, ils ont juste précisé que voilà... Gemini qui est vraiment le concurrent de Copilot, ou en termes de positionnement, qui est aussi le concurrent de ChatGPT? Alors, justement, en fait, sur la partie grand public, il est concurrent de Copilot, mais Copilot normal qui est inclus dans les licences Office, et il est concurrent de ChatGPT. Et concurrent de Claude. C'est-à-dire que c'est à la fois une plateforme commerciale et un modèle. C'est ça. Donc ça, c'est la partie grand public. La plupart des nouveautés et des annonces, elle a quand même été côté grand public. Côté entreprise, ils ont fait des annonces, donc c'est pareil, Gemini qui est disponible. Donc ils ont en l'occurrence précisé que Gemini était utilisable dans GitHub. Chose que l'on avait vu apparaître lors de la build. En filigrane, c'est ça, au-delà de Claude. Donc dans les mises à jour de Gemini, ils ont partagé des benchmarks comme d'habitude, comme la plupart des fournisseurs de LLM. Mais là, le benchmark que j'ai trouvé marrant, c'est ils ont officiellement annoncé que leur Gemini 2.5 Pro a terminé Pokémon Bleu en 800 heures de jeu. Donc benchmark intéressant, 800 heures de jeu, c'est long, mais c'est quand même moins qu'un être humain, parce que moi je me rappelle sur la version argent, alors oui il y a plus de Pokémon, j'avais fait plus de 1600 heures de jeu, j'avais toujours pas terminé,
Donc là, c'est un benchmark qui est marrant et qui sort un petit peu de l'ordinaire. À quand le speedrun Pokémon? Parce qu'avec les glitches, il y a moyen de faire ça en instantané. Ouais, tout à fait. Mais là, ils l'ont fait proprement comme un vrai humain À l'aurait 800 fait. heures de jeu, t'as eu le temps de laisser partir le bateau de croisière, de te cacher sur le côté pour voir s'il y avait quelque chose sous le camion. Normalement. Je pense. Mais là, il a tout fait. Donc ça, c'était intéressant, je trouvais ça marrant. Les mises à jour. Donc il y a Gemini Live qui est mise à jour. Donc l'année dernière, ChatGPT avait tapé fort avec 4O, avec leur modèle multimodal, et des démos qui étaient vachement intéressantes en montrant que c'était capable de comprendre l'écran, les flux vidéo, la voix, des images et autres. Donc ils ont présenté la même chose. Donc ce qui est intéressant, c'est que le partage d'écran, caméra, et connexion à tous les autres services, Google Agenda, Google Tasks, etc., donc tout l'écosystème qui font la force de Google dans le grand public, vont être mis à disposition gratuitement dans les applications sur iPhone et Android prochainement. Donc le déploiement est en cours. Donc on va pouvoir, comme un GPT-4o, mais qui nécessite une licence payante, de faire une conversation en temps réel avec les personnes et de partager le contenu de son écran sur son téléphone, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Je fais un petit aparté. C'est ce qui devient hyper perturbant, je trouve, en ce moment là, c'est que chacun est en train de rajouter sa petite AI un peu partout. Donc, moi j'ai un téléphone sur Android, tu es sur Android, tu as du Gemini qui arrive partout, tu vas consulter ton réseau social de chez Meta, alors là tu es bombardé avec Meta AI, tu reviens sur WhatsApp ou Insta, c'est pareil, en plus on t'a forcé la main sur toutes les Meta, ils ont été moins démocratiques. Il y a eu quand même un gros sujet chez Meta où d'ailleurs je n'ai jamais pu trouver moi l'option pour dire je ne veux pas. Si, mais il faut justifier pourquoi tu veux pas. Justifier, mais je l'ai même pas trouvé, elle était... Je t'enverrai les liens si tu veux. C'est quand même, c'est juste scandaleux que ce soit aussi compliqué d'aller trouver l'option pour refuser, etc. Et donc, tu as un point de vue expérience utilisateur. En ce moment, tu ne sais même plus quelle AI. Moi, je suis en train de faire l'inverse, en train de me dire, j'en veux pas, en fait. Je ne les utilise pas, je n'irai que sur celles que j'ai choisies. Là, par chance, c'est que c'est l'application. Mais c'est vrai que si tu as un Samsung ou un téléphone Android, en général, l'application est installée par défaut. Et le service est activé par défaut. Donc ça, c'est pour la partie de Gemini Live. Et ils sont allés plus loin sur la partie de Gemini Live avec ce qu'ils appellent le projet Astra. Donc c'est Gemini plus les actions intelligentes. Donc les actions en fait dont on parle sur Copilot, Copilot Studio et autres. Donc là pour le grand public. Et un exemple qu'ils avaient montré, c'est la vidéo que Antoine affiche. C'est un gars par exemple au niveau de l'exemple, il cherche à réparer son vélo et en fait il met son téléphone à côté et il explique en fait ce qu'il est en train de faire. Il lui demande montre-moi le manuel, c'est quoi les étapes pour changer mon dérailleur, est-ce que tu peux me montrer une vidéo sur YouTube qui me montre la méthodologie pour y parvenir. Et ce qui est nouveau et rafraîchissant on va dire sur cette Google I.O. là, c'est que les démonstrations ils précisent bien que ce sont des démos réelles ou si ce sont des vidéos qu'ils ont préenregistrées à l'avance. Là où il y a quelques années ils avaient eu un petit flop et ils avaient tout préenregistré, il n'y avait rien de réel. Surtout qu'à ce sujet là, la news qui est tombée ce matin, c'est que la grosse start-up anglaise là, il y avait une IA révolutionnaire à 1,5 milliard valorisée. Ça vient d'être prouvé qu'il y avait 700 personnes qui répondaient en live derrière. Donc le sujet des fausses IA est toujours d'actu puisqu'il y a une... là je dis pas le nom, mais vous trouvez la news... Builder.ai, c'est ça. Voilà, vous trouvez la new assez facilement. Il y avait 700 humains derrière en temps réel. Donc en fait, les fausses IA, malheureusement, on y est toujours. Mais il y a un autre sujet sur cette startup. Oui, il y a d'autres problèmes. Elle existait depuis longtemps et en fait, c'était un peu déjà le type de startup qui était utilisé pour faire en effet du tagage d'images pour entraîner les modèles d'IA et finalement qui a fait une évolution vers la Gen AI, mais qui a gardé son core business qui était de taguer des choses. Globalement, c'est ça le sujet. Mais là où ils ont été faire, c'est que les passages où tu sais, ça a l'air d'être vachement instantané, ils précisent que ça a été accéléré. Mais donc là, dans ce que tu viens de montrer, la vidéo qui est passée, c'est quoi la différence avec ce qu'on avait déjà vu dernièrement? C'est donc mélange image-vidéo. Mais c'est quoi? C'est juste qu'il ouvre YouTube? Ouais, c'est dans le flux de conversation, quand tu lui demandes de voir la notice, il va aller sur le navigateur, récupérer la notice du constructeur de vélo et te l'afficher en fait. Sans que toi, tu touches ton téléphone. Ok. Mais ce que je veux dire, sans que tu aies préparé des connecteurs, des choses comme ça. Non, Gemini le fait parce qu'il y a une intégration. Alors là, c'est l'intégration de Gemini. Il y a une intégration dans Chrome, notamment, qu'ils ont annoncé. Donc c'est intégré Chrome, YouTube et naturellement, ça se dirige vers ces deux canaux-là. Exactement. C'est plus compliqué et il y a un sujet que YouTube doit faire attention. C'est que de base, en fait, YouTube refuse à quasiment toutes les IA ses vidéos. Donc il va avoir un sujet de concurrence. De deux, par défaut, les créateurs YouTube n'autorisent pas les IA à utiliser leurs vidéos. C'est un paramétrage que chaque créateur de vidéo a. Et donc, moi, ça me pose beaucoup de questions. Est-ce que YouTube respecte ce paramétrage?
Et quid des autres IA qui, aujourd'hui, moi j'ai essayé par exemple avec GPT-4 de me connecter à des vidéos YouTube, il me répond YouTube me laisse pas faire. Ouais. Donc attention à surveiller en termes de comment les monopole. concurrents vont réagir à je bloque le service que pour mon IA. Cette question n'a pas été abordée parce qu'il y a un vrai effet waouh. C'est celui qui empêche l'empêcheur de tourner en rond correctement, c'est moi. Je suis très fan de Gemini. Mais moi, c'est la première chose que j'ai pensé, c'est... Voilà. Alors, il y a très forte chance qu'ils se tapent une attaque des concurrents. Parce que, on verra plus tard, mais Chrome, c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque où ils sabotaient un peu les autres navigateurs pour que Chromium soit plus utilisé dans les rendus. Ça a été On prouvé verra. en plus. Oui, le ça, procès a prouvé qu'il factuellement. y avait un script qui ralentissait le navigateur de Microsoft volontairement. Et donc ça, on verra. Mais après, là, la manière dont c'est fait, c'est que ça remonte vraiment la vidéo. Donc en fait, il n'y a pas de perte en termes de vues, de likes, d'engagement pour les créateurs. Donc on verra bien. Donc ça, c'est autour de Gemini. À ça, ils ont fait des démos assez impressionnantes de VO3, qui est le modèle qui est associé à Gemini pour la génération de vidéos. Et c'est incroyable en termes Alors, de... ça, c'était une des grosses annonces, c'est l'annonce de VO3 et du coup donc un concurrent d'un Sora qu'on va évoquer du coup en fin d'épisode. Ouais. Mais ce qui était assez fou, c'est que notamment, je crois qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur de la génération d'humains en train de se faire interviewer sur les salons, etc. De manifester en disant est-ce que tu as un prompt, etc. Ouais, ou de manifester, mais avec un degré de réalisme pour le coup qui est assez hallucinant. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'en termes de réalisme visuel, c'est impressionnant. Ça prend en charge l'audio. Donc l'audio et la synchronisation labiale. Oui, tu peux faire dire des choses. Et avant, on était plutôt sur des humains qui ne parlaient pas. Et là, on a vraiment de l'interview de quelqu'un qui parle. Tout à fait, avec les bruits ambiants, avec etc. Les bruits ambiants et tout. Au niveau de la physique, c'est vachement impressionnant et c'est un gros point faible de Sora aujourd'hui. Et là, ça n'a juste rien à voir côté VO. Oui, on avait l'histoire de ce fameux rhinocéros qui courait de manière malencontreuse dans la savane avec les jambes. Là, on vient de voir une voiture dans la boue avec des explosions et un réalisme assez fou. Ou même là, au niveau du tissu avec le vent et tout, c'est vachement impressionnant. Et même la marche, en fait, et le regard qui est quand même pas mal. Ils ont annoncé aussi Imagen 4, pardon, qui est le nouveau modèle de génération d'images de Gemini. J'ai une petite question à vous poser, comme on n'est que 3, j'en profite, votre avis, ça m'intéresse. Est-ce que vous seriez prêt, pour vous, à regarder des films 100% tournés par l'IA Gen, c'est-à-dire, mais qui représentent des humains qui ont l'air d'avoir un réalisme incroyable? Est-ce que, si le scénario est dingue, le film est dingue, ça vous poserait philosophiquement un problème ou il y aurait un biais? Moi, je vais te poser la question autrement. Quelle est la différence entre un film d'animation Pixar où toutes les images ont été générées assistées par de l'IA et des humains, parce que ça fait très longtemps que les humains ne font plus l'intégralité des images comme Blanche-Neige il y a un siècle. Ils sont déjà assistés par IA pour générer un Pixar ou un dessin animé pour enfants. Quelle est donc la différence entre ça, où un scénariste a travaillé, à storyboarder et à demander à des humains aidés par IA de générer, et la frontière entre, finalement, la personne qui écrit le scénar et le storyboard de ce Pixar demande à une IA de tout générer sans humain. En dehors du côté éthique des humains perdus de boulot, juste, quelle est la différence entre les deux ? Alors, c'est une vraie question. C'est que pour le coup, le côté dessin, comics, tu peux pas le faire. Humainement, tu pourras jamais le représenter. Donc, il est logique que ce soit digitalisé, on va dire. Le côté humain, tu passes une frontière. Alors, depuis le Final Fantasy qui était sorti il y a quelques années, là, qui était un des plus réalistes qu'on avait il y a une dizaine d'années, il n'y a pas eu énormément d'évolution, à part dans les Star Wars, les séries, certains caméos de personnes disparues, etc., où on commence à voir une intégration assez naturelle des deux univers. Et moi, je me pose la question de comment En fait, c'est le biais que tu aurais de regarder, de savoir que ce n'est pas des humains, que ça a l'air très réaliste, mais c'en est pas. On n'a pas encore eu ce côté-là. Et je ne sais pas comment je le vivrais. Est-ce que je verrais le film différemment? Je me pose la question. Sur le moment, tu vois, pour le kiff, pour les premiers, tu vois, juste pour la démo prouesse technique, tu vois, je le ferais. Après, moi, il y a quelque chose que j'aime bien et que je trouve qui manque, tu vois, de plus en plus dans les derniers films. Au-delà du côté IA, pas IA, tu vois, c'est le côté imperfection, tu sais, le côté un peu artisanal. Et il y a beaucoup maintenant de films. Tu as des réalisateurs comme Snyder, par exemple. C'est comme la caméra numérique, elle a enlevé quand même beaucoup d'imperfections, tu sais, de la pellicule, des lentilles, etc. La fameuse lentille. Ils font exprès de salir. Kubrick, Ouais, il y a des effets spéciaux pour salir l'image, pour la rendre plus artisanale, où tu as des réalisateurs comme Snyder qui utilisent des objectifs vraiment vintage, qui sont bourrés d'imperfections pour rendre la chose plus... Et moi, c'est ça qui va me manquer, tu vois. Et c'est vrai que les images qui sortent de l'IA, là, à tout moment, ils arrivent à le faire, en fait. Et pourquoi ils y sont trop propres. Pourquoi ils n'y arrivent pas à le faire? Parce que finalement, moi, aujourd'hui, quand je crée un contenu vidéo,
le premier filtre qu'on me propose, c'est le filtre cinéma qui En fait fait, ça. au-delà de juste, tu sais, de le Ouais. truquer, c'est en fait le fait qu'un humain manipule, t'as des imperfections en fait. Ah, Et ça se sent. En fait, c'est l'œil humain, il est vachement bien. Ouais, pour détecter tout cas, ce genre je de pense petites que je choses, serais tu vois. curieux du premier film qui sortira comme ça Oui, il y en a, sur un ouais. Netflix ou autre pour voir si tu oublies totalement, t'es en conditions réelles ou pas. Enfin, Mais moi, la limite, c'est est-ce que on fait titre, scénar, contenu, intégralité IA. Là, pour moi, il y a un sujet de créativité qui est un problème. Par contre, à partir du moment où on est sur un film d'animation et qu'on ne simule pas des vrais acteurs, on est sur un film d'animation et qu'il y a donc une vraie équipe de créativité, de Ah non, mais scénaristes animation, qui a animation, j'ai pas de débat. non, mais qui a tout, voilà, que moi, c'est juste la partie animation qui a été fait par IA, comme fait aujourd'hui un Sora ou un VO3. Parfait. C'est juste après l'écriture de scénar où tu finis, on sait pas tourner en rond, puisque les IA ne font que créer à partir de ce qu'elles savent. Mais pour te rejoindre, mais je pense que là, c'est le débat de d'autres chaînes YouTube, on va dire, c'est le syndrome d'indécrédibilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'aujourd'hui, les films, on n'y croit plus et ne marchent pas parce qu'ils sont tellement propres que le cerveau cherche la réalité là où on est dans la fiction. Là où, par exemple, des films des années 70, 80, 90 ou début 2000 sont des chefs-d'œuvre parce qu'il y avait des défauts d'image, des défauts de scénario, il y avait des défauts partout. Et en fait, notre cerveau était en train de regarder une œuvre de divertissement. Et aujourd'hui, c'est un vrai débat que tu vas retrouver chez les critiques cinéma. Cette capacité à laisser tomber la crédibilité de ce qu'on voit, on la perd à cause du surréalisme. Donc voilà, c'est une version très longue pour répéter ce que tu as dit. Mais du coup, les IA, comment elles vont faire ça? Et ça, je suis très curieux. Et donc, c'était la petite aparté. Le moment ciné. Pardon, une autre de mes passions. Mais qui m'intéresse pour le coup. Enfin, toujours dans ce rapport à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, avec ce réalisme qui arrive dans la vidéo, on peut se poser ces questions-là. Ouais, tout à fait. À quand je te laisse continuer. À quand le spin-off, les têtes dans la pellicule? Exactement, tout à fait. Donc pour la partie de Gemini, là, sur ces annonces-là, ça vient se positionner frontalement par rapport à un copilot grand public et à un chat GPT. Donc ça, c'est pour la partie de Gemini. Sur la partie mise à jour autour de Google. Donc, il y a l'intégration de l'IA, alors ils n'ont pas précisé c'était Gemini, mais ça doit être Gemini le modèle derrière, qui est intégré dans la recherche. Donc là, on pouvait le voir déjà à certains endroits, c'est surtout disponible aux US. Ouais. C'est que tu as un résumé déjà de ta recherche et il te pop en fait au niveau des résultats. Donc ça, c'est classique, c'est ce que fait déjà Bing avec Copilot, enfin, en grand public, hein, toujours avec les nommages. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, au-delà du caractère éthique où il y a beaucoup de questions à se poser, c'est l'expérience de shopping. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Google, le moteur de recherche, il génère beaucoup de revenus sur la publicité, sur le référencement et sur le shopping aussi. Il touche une com quand tu vas acheter, dans ce cas-là, une robe, par exemple. L'onglet produit. Et tu peux acheter directement avec leur expérience de shopping. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux essayer des vêtements. Donc, ce que ça demande, c'est juste une photo de toi verticale. Okay. Et ensuite, tu as des modèles derrière qui analysent vraiment ta corpulence, ta morphologie, etc. et qui font tomber le vêtement comme ça aurait été porté, essayé par la toi. position, etc. Voilà, donc ça c'est incroyable au niveau du tissu et tout, comment ça tombe. C'est vachement impressionnant et la démo elle était en live. Et ce que ça te fait aussi, c'est que derrière, si tu es intéressé, mais que tu trouves que par exemple la robe à $50 elle est trop chère et que tu veux qu'elle arrive à $45, tu peux demander à ce que tu sois alerté quand ça passe sous les 45 chez un site marchand, à ta taille, et il t'envoie une notification ensuite quand l'article est disponible selon tes critères et tes conditions. Et tu peux ensuite dire, bah, je laisse l'agent derrière acheter à ta place. Acheter à tel prix. Exactement. Ça c'est dingue. Ça c'est fou. C'est ton personal shopper. C'est ton personal shopper. Et ben c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est agent shopper. Et ils l'ont sorti ça aux US. Ça arrive. C'est complètement fou ça. Ouais, c'est incroyable. Et ce qui est... J'avoue, parce qu'il y a souvent ce sujet de elle est un peu chère, je suis pas prêt, mais j'avoue que si un jour elle est à $30, je la prends en fait parce que je l'aimais bien il y a 6 mois. Potentiellement, rappelle-moi que tu peux me la prendre quoi. Et ce qui est fou, c'est que pour nous, notre public européen, ce genre de choses, ça a l'air d'être le turfu. Tu prends le Japon, les applications mobiles qui font pas aussi bien que ça, mais qui font ça. Tu as plein de pays dans le monde où ça fait déjà une décennie que c'est la base du shopping, même pour les adultes, c'est de essayer virtuellement des habits et de mettre et ils ont des API qui surveillent les prix. Bon, mais tout ça, c'est codé, hard-codé, il n'y a pas tout ce que tu dis. Mais je veux dire, le concept, et dans beaucoup de pays, c'est la base du shopping. Et du coup, si ça se démocratise comme ça et que ça arrive ailleurs, ça peut être intéressant. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu présentes là, et toujours pour faire le rapport à Microsoft, du coup, le positionnement de Microsoft, on le sait, c'est Copilot, c'est la productivité. Ouais. Alors, il y a la version grand public, mais productivité en entreprise, l'écosystème Microsoft 365. Google vient
search et du merch. On le sait, leur positionnement, c'est depuis longtemps. La partie donc advertising, la recherche et nécessairement un peu le monde de l'e-commerce, du shopping. Ils ont l'onglet produit, ça fait vraiment partir de leur business model aujourd'hui. Et du coup, en effet, ce sont les meilleurs placés hors Amazon, globalement, hein, qui aussi travaillent sur ces enjeux-là, pour t'emmener sur ces sujets. Et je trouve intéressant le mix de réalité augmentée, hein, on en parle depuis longtemps. Et pourtant, si on regarde tous dans notre quotidien, moi j'en ai peu croisé. En fait, qu'on aille chez les fameux Asos, les grosses plateformes, etc. T'as pas encore démocratisé réellement l'essayage, augmenté, etc. Qu'un Google mixe l'IA, les approches de l'IA aujourd'hui, plus la réalité augmentée, plus leur vision produit, et la vision agent dans une app. C'est là où je voulais y venir avant de rentrer sur la partie. Ça va faire mal à pas mal de commerçants. En fait, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai dit au-delà de la partie éthique et compagnie, mais sur la partie purement perso, tu vois. Si tu regardes Microsoft, en fait, ils avaient dit déjà à l'époque, quand ils avaient intégré ChatGPT à l'intérieur de Bing, que Bing, ça représente 1% de leur chiffre d'affaires. C'est que dalle. Donc en fait, ils sont dans la capacité de prendre des risques. Là où Google, c'est, je crois que côté Alphabet, ça représente 80-90% de leur chiffre d'affaires. Google, le moteur de recherche, la partie publicité et tout derrière. Donc en fait, quand tu regardes la partie Google I.O., finalement, sur la partie Microsoft, c'est pas qu'ils ont attaqué frontalement Microsoft là-dessus. Sur la partie, ils ont juste faire asseoir leur dominance sur la partie grand public. Ouais. Là où ça tapait un peu plus fort, c'est côté Apple, parce qu'Apple, ils sont ni sur la partie pro, donc quand même sur la partie perso. Leur force était aussi sur le personal grounding, donc sur tes données personnelles, et que tu fasses de l'IA générative par rapport là-dessus. Google l'annonce sur Gemini, tu sais, avec les services Google. Donc en fait, c'est plus Apple où ils se retrouvent un peu dans ni l'un ni l'autre. Sur la partie perso, ils ont pris énormément de retard. Et je dirais même, j'irais plus loin, concurrence directe d'Amazon, encore une fois, c'est que aujourd'hui, la partie shopping de Google, ça reste le côté produit, et souvent c'est le truc que tu checkes pour avoir une idée, tu vois, avant d'aller réellement acheter ton produit ailleurs. Mais là, si tu avais un vrai outil, un peu de surveillance en plus, d'expérience d'achat un peu fort, ça devient une espèce de méta-marketplace. Hein, là, aujourd'hui, on parlait que, par exemple, YouTube était bloqué sur GPT. GPT a plus ou moins un partenariat, je dirais pas partenariat, mais en tout cas autorisé Amazon. Moi, je me sers beaucoup de GPT O3, O4, etc. comme étant mon personal shopper Amazon. Parce que moi, Amazon, quand je tape juste un mot dedans... O4, il est dans le turfu, là. Pardon, non, pas 4. Oui, pardon, GPT-4. Oh la vache, pardon. Non, mais je m'en sers et du coup, je lui demande et je lui demande de chercher. Par contre, je suis obligé de faire mes prompts. Lui dire de faire attention à certaines marques, de d'abord se renseigner sur les vraies marques sérieuses et pas juste de dire la marque dit qu'elle est sérieuse. Enfin, il y a du boulot en termes d'intelligence. Mais moi, je veux revenir à un sujet t'as montré au début ta vidéo sur le gars en vélo et il parle pour obtenir les résultats. Et en fait, pour moi, Google a tout compris et Microsoft a du retard. Je vais citer notre directeur général hier qui nous a dit l'IA c'est gentil, mais moi j'ai pas besoin qu'on m'aide à écrire un mail, j'ai besoin qu'on m'aide quand mes mains sont prises ou que je ne peux pas et que j'ai besoin de parler ou de voir. Et s'il dit c'est là qu'une IA peut m'aider. Si mes mains je suis déjà en train de taper un mail, j'ai pas besoin. Et je trouve qu'il a raison, c'est qu'en fait on fait beaucoup de choses d'un point de vue gadget. Elle se fait, regarde, j'ai tapé sur ça, il se passe tel truc à mon écran. Là où il a raison, c'est, non, l'IA, elle doit t'aider à rédiger le mail parce que tu es en train de parler, que tu en as besoin. Elle doit t'aider à organiser ta réunion et donc à la voix. Et donc, dans le personnel, ce que nous montre sur cette vidéo du gars qui assemble un vélo, c'est, bonjour mon IA, je suis en train de travailler sur mon vélo, aide-moi, machin, machin. Et là, il parle à l'IA et c'est bête, on pourrait le faire à l'écrit. Attention, tu utilises l'actu d'après. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un lien, c'est que pas plus tard que ce matin, moi, en voiture, j'avais besoin de me dire, est-ce que j'ai envoyé tel mail, alors sur ma boîte perso, à telle personne. J'étais pas sûr de cette info. Et c'est dans un moment, j'étais en train de conduire, et là, j'aurais réellement eu besoin, peut-être, parce qu'en plus, je suis Android, dans ton cas, c'est Gemini, etc., car le connecter sur ma boîte Outlook, faut voir dans quelle mesure il aurait été vérifié ça. Mais j'avais une vraie question, tu vois, sur le moment, de dire, est-ce que j'ai tenu au courant telle personne, je devais le faire, et j'avais pas l'info, et je me suis dit, mais je me suis posé la question d'un point de vue produit, qui doit porter cette responsabilité? Est-ce que c'est mon copilot parce que j'ai une boîte Outlook, ou est-ce que c'est mon Gemini parce que c'est mon OS Android Auto de voiture, etc. À terme, tu t'en ficherais en fait. Oui, il faut tu mets du agent to agent entre les deux et c'est plus ton problème. Aujourd'hui, c'est le bazar. On va peut-être avancer parce que là, on est en train de se faire une masterclass sur Google. Je termine. Du coup, donc ça, c'était pour la partie perso et ils ont annoncé Gemini Ultra. Donc c'est la réponse à la partie pro de ChatGPT. Donc c'est une licence à 250 € par mois.
avec toutes les nouveautés que je disais en accès en avant-première. Donc là, etc. le Agent Shop, il est dedans là. Non, l'Agent Shop, c'est pas totalement Gemini, c'est que aux US pour l'instant que ça va être déployé. Okay. Et c'est vraiment intégré à Google, au moteur de recherche. Donc pour terminer, rapidement, sur la partie pro, non, après j'ai fini. Par la partie pro, ils ont juste fait un rappel du protocole A2A et ils sont très contents que tu en as une soixantaine, dont Microsoft qui s'en sert. La sortie de MVP de Google Beam, donc c'est leur équivalent un peu au Surface Hub de Microsoft, mais avec un affichage un peu en 3D parallaxe. C'est assez impressionnant, j'ai vu les démos, c'est fou. Marrant qu'ils aillent là-dessus. Et mise à jour de Google. C'est ceux qui avaient l'effet hologramme un peu, où tu voyais la personne avec un espèce d'effet visuel comme si réellement elle était détourée. Ça sort de la partie MVP. Et donc, surtout, ça veut dire que ça se concrétise, parce que c'était une annonce très recherche quand on l'avait vu il y a un an. Là, c'est un produit qu'on va pouvoir avoir. C'est HP qui soutient la démarche avec du matériel. Donc c'est du HP derrière. C'est du HP derrière, c'est ça. Et Google Meet, donc c'est l'équivalent de Teams côté Google, et ils intègrent la traduction en temps réel comme Copilot l'avait annoncé il y a déjà... Comme dans Teams, on a eu récemment déployé Copilot dans Teams. Tout à fait. Donc là, ils se rattrapent sur cette partie-là, ça ne sera plus un différenciant. Voilà. Ok, bon. Pas mal de choses quand même. Donc intéressant. Encore une fois, moi je retiens toute la partie pas propre au business model Google, e-commerce, le search, on voit qu'ils vont plus loin. Le côté hologramme, c'était une super news. Intéressant de voir qu'ils ont avancé dessus avec HP. Et alors tu dis, est-ce qu'on a parlé de quoi, Antoine ? De Gemini Diffusion. Non, on n'a pas parlé de ça. Non, on n'a pas parlé de ça, ça me dit rien. Après 2 heures d'événement, j'avoue peut-être que je l'ai loupé celui-là. Non, ça me dit rien. Bon, on vérifiera pour la prochaine fois. Désolé, Matt. Alors, du coup, Romain, on va passer à toi. Merci, Kevin, pour encore une fois, ce temps dédié à d'autres acteurs du monde. Mais non, très, très intéressant de pouvoir comparer comment les autres se positionnent. Ouais. On sait qu'il y a toujours le débat G Suite versus M365, Copilot versus Gemini. On voit que voilà, tout le monde ne joue pas au même endroit. Et en effet, par contre, il y en a peut-être qui sont en train de louper le coche et c'est ce que tu as souligné. Ouais. On va aller, Romain, sur ta partie Copilot Studio, la face cachée des agents de la build. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que l'on doit retenir sur finalement ce qu'on n'aurait pas vu passer mais qui a un impact. Alors, c'est vrai c'est vrai que pour ceux qui veulent les grosses infos officielles, on a fait notre émission sur la build. Donc, je ne vais pas les reprendre toutes. Là, je vais plutôt me concentrer sur des choses qui ont été vues que dans des sessions hors keynote, ou voire même pas vues en keynote, et juste la NDA a été enlevée, et du coup, les MVP qui étaient au courant se mettent à montrer la feature dans leurs environnements. Donc, certaines features, je vais vous dire si c'est release, d'autres, je vais vous dire, ça, c'est juste... si vous êtes un early adopteur R&D. Voilà. Donc, moi, la première, je vais direct dans le vif du sujet, la toute première que j'adore et qui est déjà en GA depuis maintenant un bon moment, c'est tout simplement... Alors, le nom est barbare, ça s'appelle le fait qu'on utilise des données non structurées, donc unstructured data, en tant que source de connaissances avec Dataverse. Ok, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? En fait, derrière ce nom barbare qui n'aide pas, et d'ailleurs si on cherche ce nom dans Google, par exemple dans Bing, vous ne trouverez pas grand-chose parce que trop de mots-clés, trop de choses. En vrai, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, à l'écran, j'ai une capture d'écran en fait, qui va arriver. Et sur cette capture d'écran, on voit, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais ça c'est le bouton quand on est dans Copilot Studio qu'on vous dit « je veux ajouter des connaissances à mon agent ». Et il y a des gros boutons, SharePoint, Public Site, Dataverse, etc. Juste au-dessus, là où j'ai encadré en rouge, il y avait normalement glisser, déposer des fichiers. Et en fait, ils ont rajouté discrètement 2 petits liens, SharePoint et OneDrive, à cet endroit-là. Et on peut se dire, mais ça fait doublon avec ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est peut-être la même chose. Pas du tout. En fait, en bas, c'est toujours les trucs historiques. Vous déposez, vous choisissez une bibliothèque SharePoint en bas, c'est le moteur de recherche SharePoint qui sert de RAG. Voilà, le classique, avec tous les résultats qu'on connaît. Au-dessus, c'est de la magie, mais c'est limite de la sorcellerie même. C'est qu'en fait, quand vous appuyez sur le bouton SharePoint, qu'est-ce qui va se passer ? Vous faites exactement la même chose. D'ailleurs, ça sera le même écran, il y a juste marqué un petit mot, attention, il y a Dataverse. Et au moment où vous validez, ça va prendre une bonne demi-heure maximum, mais peut-être 1 minute ou 2 s'il y a peu de données, pour créer, en fait... je vais juste montrer le schéma d'après, ça sera plus simple pour comprendre ce qui se passe sous le capot. C'est simple. Ça va tout simplement, sous le capot, ça va télécharger votre bibliothèque SharePoint à l'intérieur du Dataverse ou votre OneDrive. Okay. Donc ça la prend en entier. Enfin, je viendrai avec les petites étoiles à la fin, mais on va dire que ça la prend en entier.
Et ensuite, on voit sur ce schéma, c'est fou. Tout ce qui se passe derrière, vous ne payez rien, pas de surplus, mais c'est ce qui se passe. Ça crée Dataverse en tant que source de connaissances. Ça utilise des services Azure, de l'Azure Research, et tout plein de belles choses, de l'analyse d'images, etc. Et ça te crée un super index vectorisé et sémantique. Ah oui, donc c'est ça le sujet. Ah ouais. Ça te déplace pas tes fichiers SharePoint en tant que tel. Tu crées pas un doublon de ta GED. Crée une copie. Il crée une copie dans Dataverse. Mais surtout, tu crées le vecteur. Non. Tu as quand même un doublon de fichiers qui est fait. Étape 1, il duplique ta base SharePoint, ta table, ta bibliothèque SharePoint, il la duplique dans Dataverse. Ok. Et ensuite, ce qu'il a dupliqué et recréé dans Dataverse, derrière, il s'en sert comme étant une base, Dataverse étant SQL Server, il s'en sert comme étant source pour différents services Azure. Et il y a un petit bout d'Apache, etc. Exemple, pour aller au bout, t'es dans du SharePoint, t'es sur du doc. Oui. Du doc. Oui. C'est quoi le rapport avec ta base SQL? Parce qu'en fait, derrière, la différence, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille sur du RAG basique SharePoint, c'est du keywords. Ouais. Avec toutes les forces et les faiblesses du keyword. Ok. Éventuellement, quand tu actives le Unlanced mode, tu passes sur du sémantique, mais tu restes sur du sémantique sur un index prévu pour la recherche SharePoint. Alors, ça je vois. Et du coup, en fait, les données non structurées... Ça va te permettre de faire de la recherche sémantique sur ton SharePoint. Je crois qu'il s'en sert juste d'intermédiaire. Ouais, c'est ça. C'est juste un tampon. Le Dataverse, c'est comme si c'était une base Cosmos, comme si c'était autre chose. Non, c'est ça le sujet. Voilà. Donc, c'est comme si tu avais un Cosmos derrière. C'est ton blob storage, mais en mieux parce que Dataverse va prendre, pas que ça, il va prendre les métadonnées. Ok. Chose qui nous manque. Il va aussi s'occuper des fichiers Excel comme de table. Oui, donc c'est pas tellement le côté SQL, c'est peut-être le Cosmos qui tourne derrière, parce que d'ailleurs, c'était une base de Cosmos. Non, tout à l'origine. Mais aujourd'hui, Dataverse, surtout, c'est qu'il a l'appel le Dataverse Search, qui est un truc fou. Et que c'est aussi Dataverse, ça a été dit très discrètement, on en avait parlé à la bulle, c'est devenu un serveur MCP. Okay. Mais là, ce qui se passe derrière, c'est qu'il va utiliser des skill sets en plus. Il va utiliser des skill sets d'images, d'analyse d'images. Par exemple, vous avez un document ou une fiche qui contient des images et du texte. J'ai fait des démos. Globalement, je lui demande trouve-moi telle fiche où il y a une photo du produit dedans. Il me dit il n'y existe aucune fiche avec une photo. Tu le mets dans Dataverse, il est capable de trouver la photo. Okay. Et donc, ce qui se passe derrière, c'est qu'on est en plus sous le capot. Il vous montre toute une infra Azure qu'aujourd'hui, on savait faire à la main. Aujourd'hui, enfin moi, en tant qu'expert, ça me prend un quart d'heure. Je vais dans Azure, je crée un index, je le branche sur une base, je fais. Sauf que là, je dois payer de la conso Azure, etc. Là, ça ne change rien. Oui, en fait, il te package l'architecture type de aujourd'hui quand je fais du search sémantique et que je veux aller au bout de l'exercice où en plus j'ai de l'OCR, j'ai de l'image, je dois choisir le modèle, je dois faire des entraînements, enfin j'ai plein de trucs. Là, il fait tout. La seule chose entre guillemets, c'est pas 100% gratuit, c'est que ça utilise toujours 2 messages comme n'importe quel message de GenAI, plus, attention, Dataverse, stockage. Okay. Donc il vous dit, si vous commencez à déverser énormément de data, c'est votre stockage Dataverse qui augmente. Mais tout le reste est en mode gratuit. Donc ça, c'est énorme. Ça change complètement la qualité, mais d'un niveau fou. Vraiment, c'est fou la différence de qualité qu'on obtient sur les recherches. Petite limite. Donc c'est un peu, pour faire la comparaison, avec ce qui arrive, un peu le New Search de Microsoft 365. Du coup, l'expérience dans Copilot de New Search, ça revient à ça, une meilleure vectorisation du SharePoint, certainement, et de tout l'écosystème pour être encore plus fin sur les résultats. En fait, c'est même plus un contrôle, tu sais, dans les résultats qui sont remontés. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais de la recherche côté Copilot, il te remonte en vrac. Pourquoi? Tu sais pas. Là, c'est plus filtré. Ça change pas fondamentalement. C'est plus le filtrage. Alors là, tu vas vraiment sur... Et là, du coup, voilà, c'est vraiment fou la différence de qualité. Maintenant, il y a des limites. Chaque source de connaissances qu'on rajoute, elle est limitée à 200 fichiers et 10 niveaux de profondeur de dossier. Okay. Donc, et les fichiers ne doivent pas faire plus de 32 mégas, là où 200 fichiers, c'est pas épais. Voilà. Et là où le SharePoint basique, c'est entre 200 et 512 mégas. Donc, par contre, c'est très bien sur une vision low-code encore. J'ai ma petite base de connaissances dans SharePoint, une base juridique ou je sais pas quoi. J'ai 200 fichiers, etc. Et rapidement, je me déploie du search sémantique packagé. C'est 200 fichiers juste par cible de connaissances. Mais je peux mettre une centaine de sources, chacune branchée sur un dossier différent. Okay. Donc, en fait, avec un peu d'astuce, on le passe. C'est juste qu'ils ne veulent pas que tu crées des index trop gros. Ouais. Pour l'instant, ils veulent juste que, en fait, en vrai, prennes tout ton SharePoint d'entreprise en disant allez en vrac, j'y vais. Parce que en vrai derrière, là, j'ai pas été tracer les requêtes, mais je pense qu'on est sur le plan S0 de Azure Index et que c'est aussi pour ça, tout simplement. Enfin, une version trafiquée du S0 parce que le S0 ne supporte pas Copilot Studio. Enfin, ça, c'est s'il y a des devs qui nous suivent.
Faut être en S1 minimum. Mais voilà, donc je pense un petit peu que c'est ça. Donc super intéressant. Et en plus, ça fait écho avec la toute petite news d'après, très rapide, celle-là on la passe vite. C'est que officiellement, on le voit sur l'image, il y a le support des listes SharePoint dans Copilot Studio. Ok. Voilà. C'est très bête, mais on l'a, ça y est, enfin. On peut mettre une vraie liste SharePoint et voilà. Sauf que, je mets un haut là, attention, liste SharePoint veut dire données non structurées. RAG sur données non structurées égale pas bien. Donc, utiliser la feature d'avant, c'est mieux. Voilà, c'est aussi ça que je veux dire, c'est que c'est pourquoi Microsoft ne mettait pas les listes. Un RAG n'est pas fait pour travailler sur enfin, un RAG natif comme celui de Copilot Studio, sans tuning ni rien, n'est pas doué sur des données non structurées, d'où la feature précédente, qui est beaucoup mieux. Une liste, c'est plutôt structuré, la donnée, vu que tu as tes non champs et tes métadonnées qui sont... C'est structuré de ton point de vue humain qui regarde un Excel, c'est non structuré du point de vue d'une IA qui voit juste des cases avec des données dedans. Ok. Une IA qui ne s'est pas entraînée et préparée. Les IA modernes, maintenant, y arrivent très bien. Rappelons, Copilot Studio, c'est le modèle 2024 7.1 sur du GPT-4o. C'est vieux. Voilà. Les trucs récents y arrivent mieux. Donc maintenant, on va avoir d'ailleurs GPT 4.1 très rapidement. Ça réglera le problème des listes au passage. Et la prochaine, donc tout ce que je vous ai montré là, c'est du GA. J'ai joué avec encore hier soir. La news d'après c'est une capture d'écran que j'ai piquée à MVP qui a fait une vidéo en annonçant bien que la NDA a sauté pour ce sujet. On a parlé beaucoup du fait que Copilot 365 apporte des possibilités de tuning. Tu pourras peut-être citer le nom de la personne d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. On mettra dans le chat. Ah bah oui, d'ailleurs, tous les gens de YouTube Copilot Studio la connaissent. Je l'ai pris à Lisa Crosby. Voilà, c'est Lisa Crosby, Copilot Studio, c'est la plus connue des influenceuses Copilot Studio Microsoft. Voilà, pardon, oui, j'ai failli oublier. C'est elle qui a montré ça en expliquant que voilà, la NDA avait sauté, qu'elle pouvait le montrer. Et en fait, ce petit écran, il change tout parce que vous nous dites, bah quoi, je vois un prompt général, des instructions, quoi de neuf? Eh ben en fait, il faut regarder jusqu'en haut le petit trait souligné. On n'est pas dans Overview, on est dans Knowledge. Et qu'en fait, ce qu'on a, c'est que dans chaque base de connaissances, on va pouvoir tuner des instructions. Ces instructions, on va pouvoir les associer, donc ça on le voit pas trop, mais à des actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je veux lancer une action dans une instruction, je dis utilise telle action. Mais c'est soumis à interprétation de l'agent. Là, je vais pouvoir insérer des bouts de code en mode, enfin je veux dire, sélectionne telle action, et en fait, ça lui met le pointeur vers l'action. Un peu plus d'instructions, je vais pouvoir pour chaque source de connaissances et chaque information vraiment personnaliser. En plus de ça, parce que j'aurais eu trop de captures d'écran, on a aujourd'hui les prompts généraux, on va avoir les prompts de connaissances, on a les prompts par génération et on va rajouter les prompts de sortie. C'est-à-dire que du coup, on a le prompt général d'entrée et on va avoir le prompt de sortie. Et tout ça, on va l'avoir à l'échelle globale et à l'échelle de base de connaissances. Donc là, les capacités de tuning deviennent dingues. Et on a déjà aujourd'hui en public, si vous utilisez Dataverse comme source de connaissances, vous voyez qu'à l'intérieur, on peut lui donner des synonymes, du champ lexical, de la compréhension de contexte. Donc ça va aussi se généraliser au reste. Du coup, Microsoft, pourquoi je dis ça, c'est caché, ils ont expliqué tout ça qu'à l'échelle de Copilot 365. Et en vrai, on va avoir tout ça à l'intérieur de Copilot Studio. Et ce qui est encore plus fou, là j'ai pas mis d'image, mais j'en profite juste pour conclure, c'est que depuis ce midi, donc juste au moment où c'est pour ça que j'ai failli arriver en retard, étant GA sur vos Node Tenants, le bouton déployer un Copilot Studio depuis Copilot Studio dans SharePoint. Sachant qu'avant, on avait SharePoint, on avait un bouton créer un agent, qui crée un agent type 365 comme un agent builder, très limité. Quand on clique dessus pour personnaliser, dit non, je suis pas prêt. Maintenant, on a depuis Copilot Studio, je me crée mon agent comme je le veux et je choisis moi-même le site SharePoint où je le déploie. Okay. Donc ça, on vous fera, je pense, je vous montrerai plus en détail à la prochaine émission, le temps que je monte une démo, puisque c'est sorti en GA ce midi-là. Ok, donc c'est low code, mais big customization, du coup. ça rajoute aussi beaucoup de complexité. J'attendais voir ce que tu allais sortir. Je l'avais pas forcément quand j'ai lancé le truc. Mais non, ce qui est intéressant, c'est toujours plus de fonctionnalités. Je vois aussi toujours plus de complexité un petit peu. Alors même si là, le SharePoint, c'est facile de déployer un agent maintenant, cool, t'as ta cible. Ça, je pense que ça simplifie. Par contre, quand tu dis qu'il y a aujourd'hui n template de prompt en fonction si c'est un prompt knowledge, un prompt, etc., il va falloir la formation là-dessus. Tu mets le doigt dessus. Moi, je suis tous les jours sur le forum, sur la communauté Microsoft officielle, en train d'aider les gens sur Copilot Studio. Et là, ça fait maintenant, depuis la build,
En fait, j'ai plein de gens qui me disent je veux faire ça, j'ai vu que c'est possible, j'y arrive pas. Et mes réponses deviennent compliquées, c'est-à-dire je fais essaye avec ça, essaye avec ça, essaye avec ça. Et en fait, les gens, c'est que vu qu'ils n'ont pas cette vision technique comme j'ai de moi savoir tout de suite quel est le meilleur outil, eux, ils ont tellement de possibilités que je trouve très compliqué pour eux. Et les gens échouent à réussir. T'as déjà un niveau de complexité entre ton monde Microsoft 365, Copilot Studio ou Azure, où on voit qu'il y a des transferts, des complémentarités et tout. Déjà, et au sein même maintenant de l'écosystème low-code, ça devient multi-combinaison en fonction de si je vectorise tout mon SharePoint, si j'ai le Dataverse, etc. Ma première news, typiquement, va comprendre la différence pour quelqu'un qui n'est pas comme nous à fond dedans. Moi, là, j'ai dit plein de gros mots, mais la différence, c'est que celui d'au-dessus, c'est mieux, mais il faut des petits fichiers pas nombreux. Sinon, c'est celui d'en dessous. Rien que même ce niveau de différence Voilà, on n'est plus du tout dans du Citizen Dev, mais d'un autre côté, le Citizen Dev, on veut qu'il fasse de l'agent builder. Donc, finalement, on est sur du low-code pro-dev. Oui, comme depuis un moment. Écoute, c'était terminé. Oh bah, c'était efficace, voyez donc. Non, donc voilà, la face cachée des agents de la build, c'était petite présentation par Romain. Ce sont toujours de bonnes nouvelles. Il y a un vrai sujet, moi je trouve, sur le search sémantique, tu l'as dit, parce que côté custom, ça fait un moment qu'on implémente ce genre d'outils. On voit que c'est hyper puissant. Par contre, on voit toute la complexité. C'est ce que je trouve intéressant dans ta première news, c'est de dire que par exemple, les skill sets, donc le fait de rajouter une capacité de vision dans de l'image avec de l'OCR, etc. C'est nous ce qui avait planté il y a 2 ans les premiers projets qu'on avait fait un peu d'enterprise search. On s'était rendu compte sur des gros SharePoint d'entreprise qu'à un moment, dès que tu avais des fichiers avec trop d'images, etc., tes résultats étaient vraiment mauvais. Parce qu'on n'était pas prêt pour le SharePoint global. Je moderne. Juste pour le moment, c'est surtout de présence d'images, vision très globale et surtout l'analyse du texte à l'intérieur. Donc on n'est pas aujourd'hui si on mais en packagé, donc voilà. ça simplifie déjà. Aujourd'hui si tu veux vraiment décrire une image aujourd'hui, alors ça se fait très bien. Moi j'ai fait une démo à la Global Azure 2025. Il faut juste qu'encore un pro dev utilise le skill set d'AI Vision, de description qu'il voit à l'image et qu'il enregistre textuellement cette description dans les vecteurs pour que Copilot Studio l'utilise. Donc là, je ne doute pas que d'ici 1 an, ce que je viens de raconter, mon démonstrateur aura l'air d'être préhistorique, mais aujourd'hui, si je veux aller au-delà de juste trouver du texte dans une image, mais décrire ce qui se passe dans une image et utiliser cette description comme étant quelque chose de cherchable, ça demande encore une intervention pro-dev. Oui, et c'est le seul moyen que l'on a aujourd'hui. Alors ça serait peut-être, tu pourrais utiliser du GPT-4 etc., qui a des capacités de vision. Par contre, traiter tous tes docs, quand tu fais du search avec GPT-4 vision, ça n'a pas de sens. Ça va je dis toujours vision pour la capacité de vision, ça s'appelle plus comme ça depuis longtemps. Mais ça n'aurait pas de sens sur des millions de docs, ça te coûterait une blinde, etc. Donc une des techniques qui fonctionne bien, tu l'as dit, c'est plutôt, quand tu es développeur, de créer une description des images au format notamment Markdown, et après de faire finalement consulter par ton search sémantique le texte plus image décrit. C'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à comprendre ce qu'il y a dans de l'image, dans du texte, et ça reste la meilleure méthode aujourd'hui. Alors ça c'est la bonne méthode quand tu es du point de vue pro-dev. Moi juste point de vue low-code, parce que j'ai perdu du temps, juste je le glisse là pour ceux qui suivent. D'un point de vue low-code, juste attention, Copilot Studio ne supporte que le mode default, donc JSON, et que les modèles type le 2024 7.1, et que le texte. Donc en fait, aujourd'hui ce que tu dis c'est vrai pour quelqu'un qui fait de la super IA. En Copilot Studio pur, je suis bloqué sur ça, mais sachant que Copilot Studio, on l'a dit, est capable d'utiliser maintenant n'importe quel modèle AI Foundry, et la petite news cachée, c'est qu'au-delà même de le déployer en add-on, je vais bientôt pouvoir même remplacer le moteur de Copilot Studio par un que j'aurais fait sous AI Foundry. Voilà. Et donc là, du coup, on fait tout ce que tu as raconté, et encore mieux peut-être. Incroyable. La petite news cachée, il y en a toujours derrière les news de Romain. Attends, c'est pas une news, c'est juste, vu que j'arrive pas à m'arrêter, les gens cherchaient, les gens vous cherchez, il y a la team Power4 Microsoft, ils ont fait une vidéo de 1h30 qui explique tout ce qui n'a pas été montré à la build. Donc en fait, là, en un quart d'heure, je couvre juste ça. Donc la Power4 Team de Microsoft, c'est ceux qui s'occupent de la communauté de tous les produits Copilot Studio. Sur leur chaîne YouTube, du coup. Voilà, sur leur chaîne YouTube. Au pire, on retrouvera le lien en description. Il y a une vidéo d'1h30 qui est magnifique, avec des slides magnifiques. Et allez-y, et c'est là qu'on voit tout le détail. Voilà, j'ai vraiment terminé pour de vrai. Et on la mettra en commentaire, du coup.
On va passer à la partie fabrique. Alors pareil, c'est pas une grosse news parce qu'on sort d'une Fabcon, d'une build. Pendant la build, rappel, il y a eu pas mal d'annonces, l'arrivée de Cosmos DB en tant que base de données, ce qui était notre second fil rouge fou rire de Nicolas. On a eu le mirroring SQL qui a été annoncé. On a eu les digital twins sur la partie real time, etc. Donc ça, c'était les grosses annonces. Il y a une petite chose qui est sortie cette semaine et je voulais le mettre en avant. On a une application qui est sortie, donc disponible dans l'App Source, on va la voir à l'écran, qui s'appelle la Fabric Chargeback Reporting. Donc globalement, alors comme beaucoup d'applications dans Power BI ou Fabric, c'est des rapports. C'est des rapports Power BI. Globalement, déployé dans Fabric. Alors c'est une app officielle de Microsoft et l'idée et pourquoi elle est intéressante, c'est qu'un des gros sujets qu'on a globalement, c'est la gouvernance de notre capacité dans Fabric. Donc pour rappel, quand on prend une capacité, une F64, globalement, on a plusieurs enjeux quand on fait de la gouvernance. C'est soit on se dit, mon entreprise, je prends une seule grosse capacité et du coup, tous mes workloads, tous mes projets vont aller dessus. Par contre, il se pose une question d'entreprise de la refacturation, donc le chargeback. Soit finalement, certaines entreprises vont se dire, j'alloue des petites capacités à certains domaines de l'entreprise. Tiens, une capacité pour les achats, une capacité pour les RH. Comme ça, je sais combien ça leur coûte et ils sont à la fois autonomes dans leur consommation de la puissance allouée, mais aussi dans la facturation. Okay. Par contre, ça, cette granularité, on ne peut pas la pousser à l'extrême. Tu te retrouverais des fois dans les grosses entreprises avec des centaines de capacités, ça n'a pas toujours de sens. Donc à un moment, c'est comment est-ce que tu monitores qui consomme quoi. Ça fait longtemps qu'on a, d'un point de vue reporting, accès aux API Power BI, API Fabric. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire sur mesure, mais par contre, ça demande de le développer. Ça demande de fouiller un peu dans l'API, de voir ce qu'il est capable de remonter. Et là, Microsoft va nous faciliter globalement ces actions-là de suivi. Donc, notamment en tant qu'administrateur Fabric, on pourra déployer, donc disponible dans l'App Source en tant qu'application officielle, du coup, proposée par Microsoft. C'est en preview, donc elle risque d'évoluer. Mais l'idée, c'est donc Chargeback, c'est une appli de refacturation. Donc, en fait, qui va nous permettre de suivre globalement par espace de travail dans Fabric, dans Power BI, par Workspace, mais aussi par élément, l'utilisation des CU, donc des Consumption Units. Donc pour rappel, dans Fabric, on a, quand on déploie une capacité, le droit à N CU en fonction de la taille de la capacité qu'on a eue. Et chaque fois qu'on utilise un élément de Microsoft Fabric, que ce soit un data flow, un dataset, la consommation d'un rapport, on vient consommer du CU, un peu comme tes messages dans le monde Copilot Studio. Et l'idée, par contre, c'était assez dur de finement suivre ça. Donc l'idée là, c'est de pouvoir faire du coup un suivi assez fin granulaire. Donc j'aurai une seule capacité, mais j'ai des espaces de travail. Un espace de travail, souvent, ça peut être pour un domaine ou un projet. Donc je saurai exactement par projet et par élément déployé dans le projet qu'est-ce qui a coûté, combien a coûté mon projet ou combien je dois refacturer au domaine métier pour l'ensemble de ces workspaces. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas le faire avant. Ça voulait dire par contre qu'il fallait se développer le rapport sur mesure, aller chercher les infos dans l'API, etc. Construire un jeu de données dédié. Enfin, il y avait tout un boulot. C'était un petit projet Power BI à mettre en œuvre dans Fabric pour faire la même chose. Là, Microsoft a déjà pensé au sujet. Donc voilà, c'est gratuit, bien évidemment, c'est à déployer. Au lieu de te prendre la tête et d'acheter plein de petites capacités, tu en prends une grosse. Alors ça, c'est pas tranché, ça reste quand même une question de stratégie pour plein de raisons, et notamment pour une raison d'autonomie sur la performance. Si par exemple tu veux qu'un domaine soit autonome et ne soit pas impacté à un moment, parce que les copains font à côté, tu pourrais très bien te dire, tiens, tous mes rapports un peu clés de l'entreprise, du siège et tout, je les déploie sur une capacité dédiée, comme ça, c'est pas un sujet de facturation, c'est peut-être un sujet de je sais que c'est propre, c'est en prod, voilà, etc. Par contre, il y a aussi des visions qui disent, tiens, telle filiale, elle est assez autonome, elle se gère et en coût et en performance, donc on lui donne une capacité et par contre, voilà, on régit certaines règles de gouvernance autour, mais on peut faire ça. Par contre, l'avantage, c'est que pour ce qui sera sur une capacité principale ou en tout cas une capacité qui mélangera plusieurs projets, plusieurs BU, on aura des moyens assez fins maintenant de pouvoir suivre avec, on peut zoomer un moment dans le workspace, avoir plus de détails, etc. Alors j'imagine que Benjamin ou Nicolas prochainement nous fera peut-être un petit retour sur son utilisation. Ça vient conforter la notion de gouvernance dans Fabric.
Voilà, donc c'est une petite news, Super. mais qui a un bel impact client parce que c'est une vraie demande. Alors, je comprends jamais pourquoi ça, c'est pas dans le monitoring natif. Ah bah Tu oui. sais, il y a des KPI de monitoring nativement dans Fabric. Pourquoi c'est pas dans le monitoring? Maintenant, c'est proposé par Microsoft, c'est déployable en l'ajoutant en tant que cap dans notre capacité Fabric. Donc, c'est déjà très bien et c'est fait quand même assez rapidement, j'ai envie de dire. Donc c'est cool. C'est une bonne news pour la gouvernance Fabric. C'est l'application Fabric Chargeback qui est à retrouver dans l'app source de Microsoft. C'était à peu près ce qu'on a eu là depuis la build. On va passer, alors je regarde un peu le temps, mais on va se faire un petit focus sur la partie du coup. Dans Azure. Exactement, Copilot Unpacked. Donc tu l'avais évoqué la dernière fois, Kevin. Oui. On a la nouvelle version de Copilot qui arrive, C'est ça. Copilot Microsoft 365. Et l'idée, c'est quoi? C'est nouvelle expérience en termes d'interface, de fonctionnalité, parce que la modification d'image, tu as commencé à la tester. Yes. Et du coup, j'étais curieux d'avoir un peu tes premiers retours. Est-ce que vraiment ça change? Ouais, en fait, au-delà, tu te rappelles, on avait parlé du renommage de Microsoft 365 en Microsoft 365 En le disant, je savais plus d'ailleurs qu'est-ce que je devais prononcer. Tu as vu mon hésitation? Ouais, maintenant, c'est M365 Copilot. Mais j'avoue que moi, pour c'est faire simple... Copilot maintenant dans Microsoft 365, c'est Microsoft 365 Copilot. Je ne dois plus dire Copilot en premier. Ouais. Et Bah du- après, t'es en pas sûr. vrai, en fait, si, c'est ça. Mais en vrai, de vrai, pour que ça soit très simple avec les clients, j'adapte franchement pour que C'est ça soit Copilot compris. Microsoft on dit 365. Copilot ouais. Chat et Copilot 3665 Chat en Ouais, fait. même ça, ils l'ont complexifié. Mais tu te rappelles, tu avais parlé de ce renommage-là. Ouais. Et on avait commencé à le voir apparaître. Ils avaient changé le logo. Ils avaient mis Copilot comme application par défaut qui est lancée quand tu allais sur le portail. L'expérience était un peu bancale. Là, c'est une refonte complète. En fait, le portail Microsoft 365 tel qu'on le connaissait avant disparaît complètement. Ok. C'est pour ça qu'on perd la fameuse gaufre pour accéder à ces applications. Donc c'est le sujet, on a eu un débat, Kevin, vous savez, ce qu'on appelle la gaufre, hein, c'est l'historique mosaïque en haut à gauche d'Office où on retrouve finalement toutes les applications d'Office ça. Et du 365. Du coup, à la place de la gaufre, ils mettent une waffle, on est d'accord. Non plus. Oh, merde. On perd tout. Gaufre, Oh. waffle, la totale. Donc, ce qui est intéressant avec cette nouvelle interface, c'est que du coup, ils embrassent complètement ce changement-là. Donc, le chat est vraiment mis en avant. Donc, pour les utilisateurs qui ont une licence M365 Copilot dédiée ou pas, tu verras ce chat-là. Quand tu l'utilises là, t'es dans quoi? T'es dans Le portail. Office. Portail Office Online. C'est ça, Du Office coup, Online. t'es pas dans Teams. Non, dans Teams, c'est pas arrivé encore. Ça Ok. devrait arriver. Et c'est aussi disponible sur l'application qui est disponible sur Windows 11 ou sur macOS de Microsoft 365 Copilot. Donc, quand tu arrives dessus, tu es directement téléporté sur le chat par défaut, comme avant. Pour les personnes qui ont une licence payante, ils auront Travail Web. Pour les personnes qui n'ont pas de licence, ils auront juste le chat pour interroger le web. Il y a une meilleure mise en avant des agents avec un store d'applications qui met mieux en avant les agents de ton entreprise, les tiens, mais aussi ceux de Microsoft, dans lequel tu peux retrouver researcher et analyste rapidement, et ceux d'éditeurs tiers. Tu retrouves plus facilement. Je me permets, Ouais, je te dis-moi, coupe, vas-y, mais vas-y. non, sur les agents, c'est assez perturbant parce que dans Teams, je commence à voir maintenant des fois, dans un meeting, inviter un agent. Tu sais, t'as Oui, des la partie boutons comme ça. facilitateur, ouais. Et ouais, exactement. Et t'es là en mode. Ah, c'est vraiment le futur. Genre- Comment ça, inviter un agent dans mon meeting? On en parle beaucoup, mais j'en je trouve ferai une news que... dédiée parce que là, il y a plein de trucs. Et j'ai vu l'arrivée de facilitateurs d'ailleurs Ouais, au je suis bouton. en train de le tester, c'est fou. C'est vrai? Ouais, c'est fou. En fait, J'ai pas osé cliquer dessus, j'ai eu peur. je t'expliquerai, je ferai une news après parce que sinon on va Ça passer trop de temps là-dessus. Du coup, tu as dans ces fonctionnalités, donc les agents, conversation, page, c'est plus une réorganisation, on va dire réellement. Tu as les notebooks qui arrivent côté Copilot, qui sont cool. Donc l'idée, c'est que à la manière d'un projet côté ChatGPT, tu peux sélectionner un peu toutes tes différentes ressources et interroger ton Copilot uniquement sur cet ensemble-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont récupéré comme des idées côté Google avec leur notebook LLM. Tu peux créer un podcast à partir de tes ressources notebook pour un peu t'approprier de la donnée. Et tu peux même mettre un prompt système dédié si jamais tu veux que, par exemple, pour un projet donné, tu veux qu'il te liste et pas un truc verbeux, et ben il peut te le faire aussi. Ok. Ça, c'est intéressant. Tu as la partie Create qui était très très attendue. C'est les derniers modèles de génération d'images qui sont intégrés là-dedans. Donc le dernier modèle de ChatGPT 4o. Ça s'appelle Image One. Image One, c'est ça. Pas confondre avec Imagen de Exactement. Google. Là-dedans, tu peux créer des images, tu peux créer des vidéos, ils ont créé des bannières, donc tu peux tout centraliser et tu peux ensuite intégrer aussi ta charte graphique. Ça, c'est très fort d'entreprise, où tu peux mettre le logo, la palette de couleurs,
les bannières type que tu as envie d'avoir pour Instagram, Facebook, etc. Et même décrire le ton que la voix doit avoir si tu génères des vidéos. Et quand tu génères à chaque fois des images ou des bannières avec Create, tu peux pointer sur « je veux que tu respectes ma charte ». Et du coup, il va créer dans les teintes et les tons de ta charte graphique. Ça, c'est propre. Donc ça, c'est dispo pour les parties payantes. Pour ceux qui ont la version... On l'avait évoqué hein, quand on avait vu la preview, mais je pense que... c'est fou. Ouais, mais tu vois, dans les palettes d'outils pour l'équipe interne, hein, souvent, on a souvent cité le marketing. Donc les RH, on voit bien, génération de fiches d'emploi, etc. Ça fait longtemps que les exemples sont montrés. Pour le marketing, c'est vrai que Dali nous laissait un peu Là, c'est le jour et la nuit, là. Là, c'est le jour et la nuit. Mi-figue, mi-raisin, on va dire. C'est-à-dire que c'était un des premiers modèles, donc c'était cool, mais on n'a pas vu une utilisation massive des équipes marketing parce qu'à un moment, tu perdais vraiment la maîtrise finalement de l'image de marque, d'entreprise, etc. Tu ne l'avais pas d'ailleurs. Et du coup, là, tu rajoutes tu rajoutes, et ils ont ça, c'est très important de le souligner, ils ont fait un gros travail sur l'expérience utilisateur. C'est super simple à utiliser. C'est vachement guidé, même au niveau des prompts. T'as pas besoin d'être un expert là-dessus. Tu peux compléter sur une image que tu aimes, que Microsoft a mis en exemple, compléter en modifiant juste les trous, où tu vois, ils jugent que c'est pertinent de modifier. Et tout ce qui est généré, tu peux avoir de l'itération. Donc derrière, tu peux donner du feedback sur la génération d'images via un prompt pour qu'il l'améliore. Et tu peux dire change juste cette partie, etc. Donc et tu vois l'historique des générations. Donc ça, c'est fou. Et tu as un outil d'édition là-dedans pour éditer des images existantes ou éditer ce qui a été généré. En fait, ça vient se positionner frontalement à Canva. À Canva, oui. Et puis, donc, c'est aussi purement lié à l'intégration d'Image One de ChatGPT qui te permet de faire ce qu'ils appellent lean painting, donc notamment de dire cette partie et uniquement cette partie, parce qu'on avait beaucoup de mal à faire ça jusque maintenant. Hein, tu donnais un prompt pour faire une image, tu lui disais la même chose mais sans ça, tout le reste était mort en fait. Tu avais perdu tout ce qui était bien avant. Mais en plus, il arrive même pas 2 fois de suite, il fait n'importe quoi. Exactement. Donc là, lean painting, tu as vraiment le côté de. Il découpe finalement la partie qui va pas, tu la survoles et tu dis juste celle-là. Et donc là, tu es dans le mode beaucoup plus édition qui convaincra beaucoup de, je pense, services marketing qui n'ont pas besoin de plus finalement. Pour plein de gens en termes individuels. Moi, nous, on reste une PME, j'ai pas de designer qui me fait mes visuels. Et quand je fais mes visuels, ce que tu as dit, c'est mon quotidien. Tous les jours, il y a des fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Il me sort un visuel quasi parfait, à un détail près. Je veux juste qu'il me change, mais genre un truc. Ouais. Tout explose, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, j'ai pas de mots, ce qui se passe à l'écran. Je pense que c'est indescriptible, l'espèce de bouillie qui se produit. Parce qu'il y a des fois, il essaye, en fait, on le sent qu'il essaye d'enlever une couleur et de mettre une autre, mais vu qu'il y a des dégradés, il comprend rien. Enfin, c'est un enfer. Et du coup, maintenant, c'est clean painting. Oui, c'est cool parce que moi, je vais pas embêter l'équipe marketing et web design chaque fois que j'ai besoin d'un visuel dans un slide. Par contre, passer 1 heure à générer une image, même si un professionnel met beaucoup plus de temps et il faut le reconnaître, mais malheureusement, je n'aurais jamais eu le budget pour utiliser ce professionnel, donc j'ai besoin de cette IA. Et ce qu'il faut rappeler dans tout ça, c'est au prix de la licence Copilot. Alors, c'est ça qui est fou. Petite subtilité, donc c'est intégré dans la licence. Non, ça c'est intégré. Tout ce que j'ai expliqué, c'est intégré. Pour ceux qui n'ont pas de licence dédiée Copilot, ils ont juste l'expérience intégrée, ils verront l'onglet Create. Mais en fait, ça regroupe ce qui, originellement, côté M365, quand tu cliquais sur Créer, il te proposait de créer un document Word, PowerPoint, Excel. Donc, il y aura Create, mais il n'y aura pas toutes ces parties génératives. Mais donc, globalement, ce qui est intéressant, c'est que... c'est ce que tu montres à l'écran. Oui. Ouais. Et du coup, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore une fois dans le coût de la licence. C'est-à-dire qu'on avait Dali qui était vraiment... C'était le petit plus. C'est jusqu'à maintenant, depuis 1 an, on sent que la partie, ça n'a pas évolué. C'était extrêmement limité. Dans Bing, on s'est un peu amusé au tout début quand ils l'ont sorti dans la partie Bing Create. Mais par contre, on était bloqué par le nombre de réalisations. Et puis, on voyait bien que ça ne permettait pas un usage pro. Là, très concrètement. Là, ça devient un studio. C'est professionnalisé. C'est super. Mais moi, je trouve ça un vrai parallèle avec, alors on l'appelle aujourd'hui Vivant Engage, le feu Yammer. Parce que moi, je me rappelle quand il est sorti, le premier incident diplomatique que j'ai vu chez un client le lendemain de la sortie, c'était les gens l'utilisaient pour mettre des images de Lucky Luke. Je compare ça à Dali aujourd'hui, qu'on faisait pas mieux au début. Exactement. Et maintenant, ce qui arrive là, au bout d'un moment, voilà, Microsoft a sorti des features gadgets. Maintenant, on a du pro et ça fait plaisir. Et puis, tu vois, et ça fera le lien avec la news d'après aussi, mais on sent que Microsoft a cette volonté de proposer la vision studio de plus en plus. C'est-à-dire que c'est pas juste je t'expose le modèle,
c'est que je te donne la plateforme pour l'utiliser. Et c'est tellement ça, en fait, sur cette nouvelle mise à jour, c'est exactement ça. Et la dernière nouveauté, après je te laisse sur ta partie Azure, c'est la voix qui arrive très prochainement côté Copilot. Ça, je l'attendais depuis très longtemps. Côté ChatGPT et Gemini, ce qui est vraiment fort, c'est le chat en temps réel, en live avec une IA. Et en fait, en termes de manipulation de cet outil, ça change complètement et puis c'est beaucoup plus naturel. Tu n'as même plus besoin de prompter. En fait, tu parles et c'est vraiment un ping-pong. Ça arrive enfin côté M365 Copilot. Donc là, pour l'instant, c'est en test très restreint dans le monde, sur iOS uniquement. Mais à partir de mi-juillet jusqu'à septembre, il va y avoir le déploiement sur les applications côté Android et côté iOS. Et du coup, l'image est assez explicite, tu parles. Et ça serait intéressant de voir jusqu'où, par rapport à tout ce qu'on a dit et tout ce que Copilot Microsoft 365 peut faire, de voir jusqu'où on peut aller et jusqu'où l'expérience est complète. Et là, ce qui sera intéressant par rapport à ChatGPT, c'est que ça a accès à tes données pro. Et donc, par rapport à ma question aura peut-être une réponse. C'est ça. Exactement. Mais super intéressant. Et on va faire le lien. Donc, dernière news pour terminer assez rapidement. C'est sur la partie Azure, on garde la même philosophie. Alors, en fait, il y a eu 3 annonces en parallèle. Il y a eu l'arrivée de la nouvelle expérience avec la manipulation image-vidéo dans Copilot Microsoft 365, tu viens de le dire. La partie vidéo dans Bing qui a été annoncée la semaine dernière. Et du coup, en parallèle, on a la nouvelle expérience de vidéo dans Azure et iFoundry. Alors, ils appellent ça le bac à sable, le terrain de jeu. Foundry, on est vraiment là, dans sa partie en tout cas, interface d'administration, on est là pour tester des choses. C'est plutôt comme ça qu'ils présentent, on parle de terrain de jeu à chaque fois. Et du coup, on a eu une petite vidéo de présentation. Alors, c'est disponible aujourd'hui. On a l'onglet vidéo qui est sorti. On avait l'onglet chat, on avait assistant, on avait l'audio, le studio test de l'audio. Et maintenant, dans Foundry, on retrouve la partie vidéo avec des templates en fonction des industries. Donc, on a déjà plein de modèles de vidéos qu'ils ont présentés avec des exemples de prompts. Et l'idée, c'est que alors, il y a une double annonce, c'est l'arrivée du studio vidéo. C'est pareil, et c'est vraiment cette logique de studio pour tester des modèles, comme on avait dans la voix et du coup l'image aujourd'hui. Et c'est l'arrivée aussi de Sora dans Foundry, du coup. Donc, c'est le premier modèle disponible, mais on voit bien que quand ils disent que c'est le studio vidéo, ça permettra de tester tout modèle de génération de vidéo disponible sous forme d'API, du coup. Donc, demain, on pourra exposer des modèles et utiliser le studio pour tester nos vidéos. Et donc l'idée c'est quoi? C'est qu'ils te disent avant d'avoir une utilisation pro, donc là tu serais plutôt, c'est ce qu'on voit à l'écran, dans un monde Visual Studio où je code, j'appelle mon modèle de vidéo et peut-être que j'ai mon application studio professionnelle qui fait tout un workflow. On commence à voir des vidéos comme ça qui disent telle séquence se passe ici avec telle génération de prompt, telle séquence se passe ici, pour que les pros fassent du montage. Donc on voit que... je crois qu'un des premiers témoignages qu'ils avaient mis présentait ça. Mais en tout cas, c'est le studio qui va te permettre de tester ton prompt, de voir comment, en passant d'une scène à une autre, tu perds ou pas l'image, le cadrage, la lumière, qui te permettra de faire des petites prises rapides, globalement, sans avoir à être un dev. C'est-à-dire que tu l'auras peut-être pas validé encore le projet avec ton équipe de production. C'est pas tes experts techniques qui le manipuleront tout de suite, mais par contre, tu as besoin de vendre le scénario, un mock-up rapide pour ton équipe de direction. Si t'es pas dans ton monde, du coup, Copilot, tu pourras le faire dans ton monde Foundry où tu auras ton petit studio, pareil, de vidéo. Donc, on garde vraiment la même philosophie. Donc, et ce que je rajouterais peut-être, c'est que ils mettent un peu d'assistance par l'IA. Donc là, ce qu'on voit, tout ça, c'est Sora. Donc c'est un peu le thème de la vidéo aujourd'hui globalement qui est traité depuis le début avec VO3 qui était côté Google, Sora qui est côté OpenAI, donc avec le partenariat fort Microsoft, est un des premiers modèles de vidéo exposés officiellement dans le monde Microsoft, donc notamment dans Foundry. Et on voit que quand on est dans le studio Foundry, on a globalement de l'aide au prompt pour expliquer ce qu'on veut changer, etc. On a de l'IA qui nous assiste pour améliorer le prompt et du coup de fait la vidéo. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est surtout, je me rappelle il y a 1 an maintenant qu'on avait annoncé Sora, du coup, qu'OpenAI l'avait officiellement présenté. On se posait, et là, ce qu'on voit, ça permet de faire un peu la scène, de la comparaison de scène. Alors, je suis pas sûr que ce que tu montres à l'écran, en revanche, soit du Foundry. Je pense qu'on est plutôt sur un accélérateur qui est déployable, ça qui va nous permettre de faire de la comparaison de scène. Et c'est là où demain, on aura plutôt appel à l'API du coup de Sora
on peut imaginer avoir de l'interface web qui tu nous l'intègres permet à de ton faire des framework comparaisons de après. prompts, des choses comme ça. Et je pense que Microsoft sortira des accélérateurs là-dessus, des templates, peut-être déployables depuis Foundry d'ailleurs, parce que c'est aussi la philosophie, mais ton agent d'aide au montage de vidéos, parce que c'est pas le but du studio. Pour moi, c'est le studio, il y a un nouveau modèle qui teste, je veux tester un prompt, faire un mock-up, comportement, ouais. je compare entre deux, mais ça reste très high level, globalement. Voilà, la grosse question, c'est que en fait, utiliser Sora à partir de prompts, pour moi, c'est un jouet. Parce qu'un prompt, on ne contrôle pas du tout. Un prompt, même si tu mets tous les mots que tu veux, tu n'as aucune assurance de générer 2 fois la même chose. C'est le principe du prompt. Normalement, Sora a une capacité à, je lui donne une image comme point de départ, plus un prompt, et ensuite il avance. C'est discutable aujourd'hui. Moi, la vraie question, c'est si demain, je suis capable d'avoir une équipe graphique qui me crée mes storyboards, mes visuels, et qui alimente Sora avec ça, et qui ensuite lui dit ça c'est le design de ton perso, ça c'est le design de ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et ensuite j'ai besoin que tu me fasses l'animation derrière, je pense que là on aura quelque chose qui aura un vrai usage pro. Parce que moi aujourd'hui quand je m'en sers et que je lui donne un prompt et que je reviens le lendemain, j'ai pas la même chose qui se génère parce que le modèle a bougé, je ne peux pas l'utiliser professionnellement. J'ai vu l'autre jour un YouTuber ou un influenceur sur LinkedIn qui a mis une super bande-annonce là, de motard, alors j'ai plus le nom de la personne, je m'en excuse, mais vraiment de super qualité, 2 minutes 30 de bande-annonce, incroyable, les persos se suivent et tout, et il expliquait qu'il a, pour faire ça, il a dû faire 12 000 images, ou 18 000 images, pour arriver à ça. Donc comme tu dis, en mode image to vidéo, plutôt, tu vois, donc je pense que l'image, c'est ce qui t'assure d'avoir le suivi de tes séquences, et ton storyboard, en fait, qui amène à la vidéo derrière. Alors tu te dis, et ce qui était cool, c'est qu'il a été transparent sur le travail nécessaire aujourd'hui pour monter un film quali de bout en bout. Donc on s'en approche, parce qu'ils y arrivent avec du son, de la voix et tout, il avait tout fait, donc lui il avait mixé pas mal de techno du marché pour arriver à ça. Et t'imagines le boulot encore, et en effet, donc c'est là où c'est un playground, c'est pour de l'expérimentation, c'est pour du mock-up, c'est très bien pour montrer un concept. On a un concept d'un nouveau produit ou d'une pub qu'on imagine, on te montre un peu ce que ça pourrait donner, ça t'aide, et pas encore sur du studio de cinéma industriel, on en est loin, et c'est pour ça derrière qu'il y a l'API, parce que l'avantage de l'API, c'est qu'elle sera, elle, intégrée dans peut-être des apps pro de montage, de simulation, pour être sûr qu'on génère plein de scènes et qu'on prend la meilleure, mais du coup, la vidéo aujourd'hui, ça reste quelque chose extrêmement consommateur, pas juste parce qu'elle te génère que 5 secondes, et que déjà, elle est très impactante quand elle a fait 5 secondes, c'est que le nombre d'itérations qu'il faut pour avoir une fluidité dans le montage, c'est encore extrêmement, et c'est normal, c'est complexe, mais extrêmement long. Donc ça reste des sujets très lourds en entreprise, qui challenge beaucoup le monde du cinéma par ailleurs aujourd'hui, et qui regarde ça de très près, mais c'est vrai que... Le premier, c'est la pub. Le premier challenge à utiliser avec modération, comme on aurait tendance à dire. Je disais hier qu'il y a OpenAI qui fait un événement ce soir. Et voilà, donc on verra. C'est ce qui va être, j'ai envie de dire, la news de clôture, c'est qu'on a appris que ce soir, donc pour ceux qui sont en live aujourd'hui, là on est le 4 juin, à 19h, on a une keynote d'OpenAI qui a été annoncée hier. C'est un peu du jour au lendemain et c'est toujours comme ça. Donc peut-être qu'ils vont répondre pour la vidéo. À chaque fois qu'OpenAI a fait des keynotes, c'était souvent pour des grosses annonces, le real-time, le Sora, etc., le 4.0. Ouais. Donc on a fort à parier que ce soir, on aura une belle annonce d'OpenAI pour notre prochain épisode des Têtes dans le Cloud. On va terminer dessus parce que on aura bien tenu le timing, j'ai l'impression. C'était l'épisode 23 des Têtes dans le Cloud, plutôt sous la thématique de la vidéo, tout au long de l'échange notamment. Et du coup, on vous remercie de nous avoir suivis à nouveau. On vous dit rendez-vous pour l'épisode 24 et passez une bonne semaine. Merci à tous.